Bonsoir Voilà. à tous. Alors, bonsoir Ing et Frédéric pour avoir accepté mon invitation. Je suis très très heureuse de vous accueillir. C'est la première fois que vous êtes en webconférence pour Terre d'amour. Je vous remercie pour votre confiance. Et puis, j'espère que les auditeurs seront sympas avec vous parce que c'est la première fois sur Internet, n'est-ce pas? Alors, je sais que c'est pas évident cet exercice, mais ça va bien se passer. On vous envoie plein d'amour déjà pour que tout se passe bien. Et ce soir, eh ben, on va être vraiment dans le quantique, dans l'énergie quantique et l'eau quantique et la conscience des dauphins. Et donc, on va aussi peut-être expérimenter, je sais pas, je vous laisse la parole pour vous présenter déjà et puis qu'on rentre dans le sujet. Voilà, à vous. Merci. Merci Sylvana. Merci. Merci de nous avoir présenté déjà, hein, et merci de ton invitation, effectivement. Je te l'ai dit, mais je le dis aussi devant les autres, je trouve ça très agréable là d'être à la maison, ça donne quelque chose de cosy, hein, à ces conférences. Oui, effectivement, ce soir, de l'eau quantique à la conscience des dauphins. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre histoire, de ce qu'on a vécu. Donc, on va commencer tranquillement et je vais commencer déjà par me présenter. Je suis Inge Hoftheiser, je viens de la Hollande et c'est depuis 2003 que je suis ici en France. Dans mon parcours professionnel, j'ai fait quelques virages. J'ai commencé en tant qu'orfèvre, puis je suis devenue soigneuse dauphins pendant une dizaine d'années. Et les dernières dizaines d'années, j'exerce en tant que thérapeute énergétique. Je suis ensemble avec le beau homme qui est à côté de moi et ensemble, nous avons deux beaux garçons. Voilà. Je te laisse te présenter, Fred. Hein? Oui, hein, merci Sylvana. Merci sincèrement de cet exercice-là. Oui, effectivement, pour nous, c'est la première fois, mais on trouve ça très agréable. En tout cas, merci pour ton invitation et puis pour tout ce que tu fais. Hein, c'est important pour nous. Je m'appelle donc, je vais me présenter aussi, Frédéric Yvon. Je suis actuellement préparateur mental, donc j'expliquerai peut-être un petit peu ce que c'est après. Mais concernant l'eau, hein, j'ai été moniteur de plongée pendant 25 ans. Je pratique encore quelques fois de temps en temps en saison, mais j'ai fait plusieurs descentes en profondeur régulièrement pour mon activité professionnelle. Donc l'eau, c'est un élément qui fait partie de notre expérience de vie et en même temps, on a des expériences à partager avec vous ce soir, parce que ces expériences ont changé quelque chose en nous. Et c'est sur ce changement qu'on va justement mettre le trait d'union. Et c'est pour ça qu'on va aller explorer un peu cette physique quantique, en tout cas cette eau quantique, et surtout avec ce système de pensée des dauphins. Donc, merci à vous tous d'être là, d'être présents. On va rentrer tranquillement dans le sujet. Et moi, je voudrais commencer par vous raconter un petit peu ce que j'ai expérimenté avec les dauphins, notamment au début. Car j'étais toujours proche des animaux, mais quand j'ai commencé à travailler avec les dauphins, ils étaient quand même différents, quoi. Il y avait des choses qui étaient différentes qu'un cheval, un chien ou un chat. Et le mieux que je peux l'expliquer, c'est peut-être à travers un exemple. J'étais pas si longtemps à Dolfinarium Harderwijk en Hollande et on avait un dauphin qui avait la peau abîmée sur son dorsal, donc sur l'aileron qui est sur le dos. Et donc, le vétérinaire, il a décidé qu'on allait mettre une crème sur son dorsal. Donc, OK, on demande au dauphin de venir, on applique la crème bien gras, bien sûr, parce qu'il faut que ça reste dans l'eau.
et une crème bien blanche aussi. Le dauphin, après la séance, a sondé tout de suite vers la fenêtre. Il y a en Hollande 60 mètres de fenêtre qui est immergée, donc qui est sous l'eau. Et le dauphin commence à se stationner devant la fenêtre pour se regarder ce qu'elle avait sur son dorsal. Ceci explique tout de suite aussi qu'un dauphin a une conscience de lui-même. Il est toujours en anticipation par rapport à son environnement, mais aussi par rapport à ses propres pensées. Bon, quand on commence en tant que jeune soigneur à travailler avec ces beaux êtres, ils te montrent aussi assez facilement qu'ils savent qui est devant eux, c'est-à-dire qu'ils connaissent rapidement tes faiblesses et tes points forts. Et je me rappelle toujours encore une journée en été, donc ça faisait 2 mois que j'ai travaillé en tant que soigneuse. Et on était en présentation, donc il y avait 2000 personnes autour du lagon, il y avait quelqu'un au micro qui expliquait qu'est-ce que c'était un dauphin. Moi, j'avais 4 dauphins devant moi et j'ai essayé de suivre l'histoire qui était racontée au micro. Donc, la personne, elle parle du caudal et donc je demande aux dauphins s'ils veulent présenter leur caudal. Ben, c'est plutôt que dalle, il n'y avait rien. Ils se sont roulés sur le dos. Alors, ça c'était le premier coup, quoi. 4 dauphins ensemble qui faisaient donc un autre comportement. Un moment plus tard, la personne elle parle des bruits qu'ils peuvent faire. Et donc, j'ai demandé de chanter, ce qu'on appelle chanter. Puis, ils ont fait, dans ce moment de calme, une nage en vitesse au plein milieu du lagon. Et ce qui était curieux, c'est que je ne les entendais pas parler entre eux. Par contre, leur comportement était absolument synchro. Donc, c'était ainsi de suite, 3, 4, 5 comportements. Il n'y avait rien qui aboutissait, rien qui collait aux histoires. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à voir la fumée partout qui sortait de ma tête parce que je ne savais plus quoi faire. Et j'ai dit, il faut absolument que je casse ce comportement. Donc, j'ai pris un gros poisson dans mon seau. Et j'ai dit, je vais le jeter derrière les 4 pour voir si je peux mettre fin à cette histoire. Je l'ai jeté et il n'y avait pas un des 4 qui a bougé. Donc, pourquoi cette histoire? Vraiment pour expliquer qu'un dauphin, il sait très bien qui il a en face de lui. On a, en Hollande, dans le delphinarium, on travaillait aussi avec les autistes. Et là aussi, il montrait très vite qu'ils savaient que c'était des êtres spéciaux, qui fonctionnaient différents. Et avec ces autistes, j'ai vécu des choses qui étaient, on va dire, non explicables. Ces séances avec les autistes, ça leur a vraiment aidé. Et il y avait par exemple un enfant de 8 ans qui n'avait jamais parlé de sa vie. Puis après 2 séances avec les dauphins, il a basculé, il a commencé à parler. Notre enfant qui a commencé à dormir tout seul. Donc, il y avait un réel effet, il y avait un réel résultat. Ce qui était, on n'en parlait jamais, quelque part, entre soigneurs, parce que tout, il fallait rester terre à terre. On ne savait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et on va revenir là-dessus plus tard dans notre conférence. Je pense qu'on va tranquillement rentrer dans l'eau quantique, hein? Pour lier les 2 thèmes. Oui, alors l'eau, c'est quand même un élément particulier qu'on connaît tous, hein, mais Ying a parlé de quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est sur la prise de conscience. Et une branche intéressante en science, hein, qui est de la recherche pure sur le lieu de la conscience. Et ces recherches montrent toutes que la conscience n'est pas localisée, elle est non locale, on va revenir là-dessus aussi, et surtout qu'elle
elle n'est pas localisée donc dans un organe précis. Il y a le cerveau qui va capter l'information, et encore plus que le cerveau, l'aspect neuronal de nos hémisphères, il y a l'eau à l'intérieur de ce cerveau qui est extrêmement importante, sinon plus importante que l'aspect neuronal uniquement cérébral. Et ça a été le début de nouvelles sciences, hein, notamment sur la recherche de la conscience, qui est extrêmement intéressante. Pourtant, c'est un élément qu'on connaît tous, c'est un élément qui recouvre 70% de notre planète, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue, et il représente aussi 70% de la masse totale de notre corps. Là-dedans, on a 90% d'eau. On a beaucoup d'eau, donc c'est assez intéressant aussi sur ce trait d'union, sur cette capacité à cette eau à recevoir de l'information, mais aussi à la stocker et à la redistribuer. Donc il y a eu beaucoup de recherches et encore dans différents secteurs actuellement sur cette eau, dont une qui est assez récente et qui est extrêmement intéressante sur les expériences du professeur Luc Montagnier, qui exprime vraiment que l'eau est un émetteur-récepteur d'informations. Et ça, on va insister là-dessus parce que ça rejoint toute la médecine homéopathique, ça rejoint aussi notre système de pensée, comment on va penser de manière positive ou de manière négative. Et tout ça a une incidence, une influence sur l'ensemble de notre système. Mais ce système, il n'est pas fermé, il est ouvert aussi à l'extérieur. Donc ça influence l'intérieur de notre corps, mais aussi l'extérieur de notre corps. Et ces dernières expériences sur l'eau, il y en a une il y en a plusieurs, hein. Je pense que vous connaissez tous le docteur Masaru Emoto, qui a parlé de la cristallisation de la mémoire de l'eau, hein. Et cette cristallisation, donc, elle est en forme géométrique, ça aussi. Les anciens textes parlaient de cette géométrie sacrée. Mais plus on a une pensée positive, une pensée dite cohérente, plus la forme géométrique sera cohérente aussi. Donc notre eau à l'intérieur de notre corps, en fonction de nos pensées, va organiser l'ensemble de nos structures et l'ensemble de la communication avec tous les organes de manière cohérente. Il y a aussi ces expériences qui sont extraordinaires concernant Luc Montagnier, le professeur, le microbiologiste Luc Montagnier. Alors, il n'est pas très connu, quoi. Il est quand même connu parce qu'il a eu un prix Nobel, le prix Nobel de la paix, concernant la découverte du virus du sida. Donc, c'est lui qui a été nobelisé à l'époque, dans les années 2000. Et en 2007, il a changé son fusil d'épaule parce qu'il a vu qu'on traitait le sida d'une manière incohérente pour lui. Et il s'est un peu retourné contre ses pairs. Il a décidé de reprendre les études d'un microbiologiste français aussi, qui s'appelle Jacques Benveniste, et qui a fait des expériences incroyables sur l'eau. Je vais vous raconter rapidement à quoi ça consiste, mais ça a été suffisamment incroyable pour ce Jacques Benveniste, ce grand professeur, hein, qui a été totalement décrié, un peu il a la même carrière que Nikola Tesla, hein, pour certaines personnes, ça peut parler de cette énergie libre, mais il en est même mort, hein, ce Jacques, et il avait donc essayé contre tout un système qui était mis en place, notamment un système pharmaceutique économique, de dire, ben voilà, grâce à l'eau, on peut émettre une information, l'eau peut la recevoir, cette information d'une part, mais en plus l'enregistrer et créer de toutes pièces des choses. Donc, il était en train de dire tout simplement qu'on pouvait s'affranchir de toute médicalisation. Donc ça, pensez bien que ça peut remuer dans une structure telle que la nôtre, une structure pyramidale. Donc l'expérience consistait simplement à une genre de téléportation d'informations avec une signature d'onde électromagnétique par l'interface de l'eau, en fait. Il y a un réceptacle avec de l'eau, on va écouter l'onde électromagnétique et cette onde électromagnétique va être retranscrite
va être numérisé dans un ordinateur et cet ordinateur va envoyer cette information dans un autre réceptacle à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. Et on va faire écouter l'onde. Ça, c'est intéressant en termes de physique pure, puisque depuis qu'on parle de théorie des cordes, la matière n'est plus matière, mais essentiellement de l'énergie. Et donc, on fait écouter l'eau, et l'eau va retranscrire et retransmettre l'information qu'elle reçoit de l'ordinateur. Alors, ça a l'air de rien, mais cette information, ils l'ont poussée jusqu'à reproduire de l'information de l'ADN à une exactitude de 98%. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de perte d'information, l'eau est totalement capable de restituer l'information. Donc, pensez bien que cette capacité, cette nouvelle expérience, lorsque Luc Montagnier l'a repris, en 2007, il s'est fait un peu secouer le prunier par ses pairs. Hein. Ils m'ont dit, écoute, c'est pas trop dans les, on va pas dire les dogmes, mais c'est pas trop bien vu dans le domaine scientifique. Ça serait bien que tu changes de route. Il a tenu bon et il a dit, bah, écoute, c'est tellement important ce qu'a ramené ce professeur benveniste qu'on ne peut pas passer à côté. Parce que les gens vont pas super bien. Et si on peut amener quelque chose de nouveau et efficace avec cette eau quantique, avec cette eau informée, on peut vraiment changer quelque chose. Donc, vraiment, il y a eu cette notion importante avec cette transmission de pensée qu'on va retrouver notamment avec le comportement des dauphins. On va retourner vers les dauphins. Je voudrais, par rapport à que l'élément eau est un récepteur et un émetteur, vous raconter aussi une expérience que j'ai eue avec un dauphin en spécial. C'est en 2003 que je suis donc venue ici sur la Côte d'Azur pour travailler au sein de Marineland. Et à Marineland, bien sûr, un autre groupe des dauphins avec à la tête Joséphine. Joséphine, c'était le dauphin du Grand Bleu. Et avec Joséphine, on dit souvent devant la question qui est en fait en train d'entraîner qui. Donc, c'était un excellent dauphin aussi pour donner aux soigneurs qui venaient dans le métier, qui commençaient dans le métier. Parce qu'elle était très douce et à la fois, elle apprenait aussi les soigneurs à bien placer ses mains, à être attentif aux dauphins. Et un jour, on est en spectacle et on avait toujours ce comportement, une roulade sur le dos. Donc, on est au plein milieu du bassin et je demande à Joséphine de s'allonger sur son dos et moi, je m'allonge à côté. Je place ma main entre ses deux pectorales et instantanément, je sens une espèce de scan traverser mon corps de haut en bas, de bas en haut et de haut en bas. Et puis, plus de pollution émotionnelle, plus de pensées. Il y avait instantanément plus rien. J'ouvre mes yeux, je regarde le ciel et je remercie Joséphine. Je remercie l'univers. Et puis, le temps s'est arrêté. J'étais dans une sorte d'unité, j'étais en paix, j'étais bien. Tout était à sa place. Et donc, c'était une expérience profonde pour moi. C'était un vrai changement quelque part. Parce que comment tu peux mettre ça à côté du monde matériel? Il y avait vraiment autre chose. Et c'est donc de cette façon les dauphins m'ont aussi petit à petit amené à découvrir comment ils fonctionnaient. Alors, dans nos expériences de vie, on a toujours des rencontres qui peuvent changer nos directions ou réorienter nos directions. Mais il y a aussi, comme Ingrid nous raconte, des expériences particulières quand même.
Alors, j'en ai un bon nombre, mais je vais aller à l'essentiel quand même, pour pas vous garder toute la nuit. Mais effectivement, je suis issu donc de la Côte d'Azur. J'ai fait mes études à l'université de Nice, à Valrose. Et avant ces études, j'avais voilà, on était un peu issu de la génération Grand Bleu. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est le film de Luc Besson, et comme étant de la Côte d'Azur, faut savoir que le héros du film, Jacques Mayol, le vrai, hein, pas Jean-Marc Barr, l'acteur, habitait sur le Cap d'Antibes, là où on habite. Donc, je l'ai côtoyé plusieurs fois avec par-delà mon activité, parce qu'il y a chaque année, il y avait un festival de l'image sous-marine qui se produisait à Jean-les-Pins, et on le rencontrait régulièrement. Donc, de fil en aiguille, on a expérimenté l'apnée, on a expérimenté plein de choses, et il y a eu un moment où l'adolescence commençait à montrer ses hormones, et on a essayé de nager, de s'amuser en fait dans les vagues, et au départ 2 jours, et plus on y allait, plus on avait des problèmes avec les autorités, les administrations comme les pompiers, la gendarmerie, parce qu'à chaque fois que les gens se promenaient le long du Cap d'Antibes, ils voyaient les gens en train de se baigner dans une immense houle, et donc ils avaient peur pour nous, donc ils appelaient immédiatement les pompiers de manière à venir nous secourir. Nous, on disait gentiment, tranquillement aux pompiers, mais on le fait exprès, hein. Ne vous inquiétez pas, on le fait exprès. Et donc, ça nous a pas convenu, et puis c'était pas correct par rapport à ces pompiers qui font un très beau métier. On s'est réunis un soir, on s'est dit, on était un groupe de 4, hein, on s'est réunis un soir, on s'est dit, mais comment on peut faire pour profiter de la mer, et on sentait cette mer vivante, cette mer lorsqu'elle est déchaînée en fait. Et on s'est dit, ben, je ne sais plus qui c'est qui a eu l'idée, mais il y en a un qui a dit, ben, c'est simple, il n'y a qu'à nager mais, quand il y a de la houle, mais de nuit. Et de nuit, tous les poissons sont gris. Donc on a commencé à expérimenter ce genre de choses de nuit. Donc on appelait ça des dérivantes, hein, c'est assez particulier. On n'a pas de planche de surf, mais on nage assez proche des rochers, pas trop proche non plus parce que sinon on finissait contre un mur, mais suffisamment proche pour pouvoir utiliser l'énergie des vagues. Et on se laissait dériver pendant une demi-heure en pleine nuit. Alors il y a eu une soirée particulière qui nous a aussi changé d'état d'esprit et de système de pensée, et j'aimerais vous raconter ce soir. Donc c'était un soir de nouvelle lune, c'est lune noire, hein, qui est extrêmement particulière, où on a commencé à sauter. Il y avait une force 6-7 sur l'échelle de Beaufort. L'échelle de Beaufort, c'est une graduation de hauteur de vague et de vent. Et on est parti là-dedans. Donc on a attendu notre cycle, hein. Il y a des cycles comme pour les surfeurs, des cycles de hauteur de vague un peu moins haute, pour pouvoir passer cette barrière et pouvoir aller nager un peu plus au large. Et lorsqu'on a passé cette barrière, tous les 4, on s'est allongé dans l'eau. Et comme il y avait un très fort coup d'est, il y avait une voie lactée. On voyait vraiment tout le ciel là-haut, comme un ciel de montagne, en fait, extrêmement non pollué, très très clair. Et là, au même moment, on a vécu un espèce de flash. C'est pas une espèce, hein, c'est comme un éclair, sauf qu'il n'y avait pas de nuages. Et on est sorti de cette eau en passant de l'autre côté du Cap d'Antibes pour remonter à l'abri. Et on a été un peu chamboulé, un peu choqué par rapport à ce flash. On ne savait pas ce qui s'était passé, jusqu'au moment où on s'est rhabillé et on a observé qu'on avait fait l'expérience de ce qu'on appelle un temps manquant. On a perdu 3 heures de vie, de notre vie, et on ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Pensez bien que quand on vit ce type d'expérience, il y a un professeur que j'affectionne particulièrement, hein, c'est le professeur Albert Einstein, qui disait que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne peuvent pas être résolus au niveau ou à la façon de penser qui les a engendrés. Ça veut dire que tant qu'on reste au même plan, et comme on est dans l'accompagnement, dans l'aspect thérapeutique, on le rencontre aussi, tant qu'on reste au même plan de conscience, on ne peut pas appréhender un nouveau système de pensée et des solutions qui vont venir avec.
Donc l'objectif de ce qu'on essaye de vous faire, de vous transmettre ce soir, autant à travers l'eau, autant avec cette conscience des dauphins, c'est cette approche d'évolution, cette approche évolutive qui est universelle et qui permet justement de trouver de nouvelles solutions. Oui. Concernant donc ces expériences qui nous ont touchés, forcément vous pensez de manière différente, vous commencez à pressentir cet invisible que vous ne voyez pas, mais là-dedans ça tourne totalement différemment. On pourrait dire même ici, ça commence à battre d'une autre manière. Et une autre personne, un autre physicien, que je parle beaucoup de physiciens et de scientifiques, c'est issu de mon cursus universitaire. Mon système de pensée est comme ça, mais après je sais lâcher aussi de temps en temps. Mais il y a un professeur, un physicien qui s'appelle Fritjof Capra qui disait que l'histoire révèle de manière dont toute civilisation traverse des processus cycliques en constante évolution. Il y a une genèse, une croissance, une espèce de vague, une apogée, une décadence et une mort. Et on est dans cette situation de société un peu en décadence, voire même, certains disent, de mort, parce qu'on subit les attaques extérieures, on a l'impression d'être perdu dans quelque chose qui ne nous correspond plus, qui est totalement séparé des uns des autres, voire même de la nature. Et il y a un autre historien britannique qui s'appelle Arnold Joseph Toynbee, qui dit que tant qu'un groupe, une civilisation ne rencontre pas un défi face à un environnement naturel, un environnement social ou psychologique, il n'y a pas de réponse créatrice qui va être générée. Et le peuple dauphin est assez intéressant là-dessus. Il va mieux en parler que moi. Mais cette réponse créatrice, c'est ça qui va emmener un nouveau processus de civilisation. Et je rejoins ce que Fritjof Capra disait, c'est que il faut savoir mourir à soi-même pour changer ce plan de perception. Et cette mort à soi-même, c'est pas s'effondrer, mais c'est accepter et intégrer l'environnement pour trouver de nouvelles solutions. Et tant qu'on se bat avec le même plan de conscience, on n'arrivera pas à résoudre les problématiques telles qu'elles sont. Et je trouve que le peuple dauphin peut nous enseigner par rapport à ça. Je peux te poser une question avant de donner la parole à Inge? Oui. Tout à fait. Tu parlais d'avoir décroché 3 heures de temps dans l'eau, c'est-à-dire que là, on n'a pas bien compris qu'est-ce qui s'est passé en fait. Ces 3 heures, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, le flash qu'on a reçu, qu'on a perçu pendant cette dérivante, pendant cette eau, c'est à l'époque des années 91-92. On ne sait pas non plus ce qui s'est passé réellement. En tout cas, à l'époque, on a subi un espèce d'éclairage très très fort dans cette mer où il n'y avait pas ni de lune ni d'orage. Et lorsqu'on est sorti, on s'est simplement aperçu qu'on avait perdu 3 heures. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Alors après, suite à des belles rencontres comme Patrick Drouot, on a fait des régressions, des états modifiés de conscience pour comprendre qu'est-ce qui pouvait avoir eu lieu dans ces 3 heures. Donc les 4 membres qui ont vécu cette expérience ont été tous transformés, on va dire. On a un autre système de pensée, on l'a vécu plus ou moins bien. Il y en a qui ont un peu déraillé parce que c'est compliqué de changer l'état de paradigme ou de mourir intérieurement et de percevoir de nouvelles choses d'un seul coup. Ça a été vraiment une transition importante. Ce qu'on sait, ce que j'ai expérimenté personnellement, je ne peux pas parler au nom des 3 autres, mais c'est que dans l'état où on était dans l'eau, il y a quelque chose d'autre, une entité extérieure qui est venue nous contacter et interagir avec notre propre eau à l'intérieur du corps. Ça a été régulier. On a eu pas des cauchemars, mais des rêves récurrents, réguliers. Alors je dis des cauchemars, c'est pas vrai, c'est pas des cauchemars, mais
C'est des espèces de rêves en noir et blanc répétitifs en plusieurs semaines avec de très 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 fortes fièvres. Et ça, on sentait bien le processus interne émerger, à commencer à générer. On sentait vraiment quelque chose d'extérieur qui était venu et nous dire, ben vous, les quatre cocos, jouez dans les vagues, vous allez faire autre chose. Voilà, est-ce que tu as eu des courants électriques dans le corps après? Oh oui, ouais. Énorme. Bon. C'est ce que je pensais alors. Parce que pendant que tu parlais, j'ai compris ce qui s'était. Je pense avoir compris ce qui s'était passé. Alors, donc, ce que tu me dis là, c'est que ce flash, il a été fait dans l'eau de la Méditerranée, c'est-à-dire que l'eau, elle a été impactée. Ce qui veut dire aussi que la civilisation, elle a été impactée à sa manière. Bon, vous, en plein fouet, parce que vous étiez dedans, mais que nous, potentiellement, on a dû, enfin toute la Terre, quoi, puisque c'est 70% d'eau, les océans, tu l'as dit, a reçu quelque chose à ce moment-là. Alors, on a fait, c'était quoi à Paris, avec Patrick Drouot et Anne Gévaudan. Bah oui, c'est ça. Hein. On a fait les noces et je lui ai raconté cette histoire. Hein. Elle m'a dit, bah, écoute, cherche pas trop, hein, on appelle ça de l'abduction. Hein. C'est-à-dire que vous avez été un peu enlevé et puis remis un peu peu comme vous pouvez. Mais elle est aussi convaincue en termes de ressenti. Elle sent vraiment qu'il y a eu un impact à cette époque-là, hein. Avant les années 2000, vers les années 90-95. On a eu un champ d'information, hein, sous forme de lumière, sous forme… Après, je ne veux pas trop rentrer dans les détails privés, mais il y a eu vraiment une intervention extérieure qui a donné cet élan d'évolution pour sortir d'un certain état de conscience. En tout cas, oui, effectivement, nous, on était dans l'eau et on a pris la claque. Bon, en tout cas, merci. Chacun va ressentir à sa manière. Moi, ça m'a beaucoup, énormément parlé parce qu'à cette époque-là aussi, il y a eu pour moi des expériences extraordinaires et dont après ces courants d'énergie, toujours. Et j'ai été voir tous les médecins pour savoir ce que c'était. Et en fait, c'était mon corps qui était en train de se modifier au niveau cellulaire, quoi, tout simplement. Et voilà. Mais il y a pas mal de gens qui ont eu ça et ça répond. Tu viens de me donner aussi une réponse. Je pense qu'on a tous été impactés à ce moment-là. Je suis d'accord. Ouais. Merci pour la réponse. C'est super. Alors, on va continuer. Pour mieux comprendre la conscience des dauphins, c'est paradoxe quelque part hein, que ces beaux dauphins sont en captivité et qu'ils arrivent quand même à évoluer. Je voudrais le mettre, leur stratégie, à côté la stratégie du carpe et la stratégie du requin. Alors, ces stratégies font partie de nous, hein. On ne peut pas l'exclure. Donc, pour commencer, la stratégie de la carpe. Et le carpe, c'est quoi? C'est le petit poisson qui est dans l'eau douce. Et les personnes qui n'utilisent que la vision de la carpe, hein, ils sont quelque part atteintes d'une hypnose aveuglante, une incapacité à reconnaître et à accepter comme vrai certaines dimensions cruciales de notre monde en général. Donc, c'est quelque part, hein, quand on ne veut pas voir, hein, ça nous arrive tous, quoi. À côté, la stratégie de la carpe, la stratégie du requin. Alors, les personnes hein, qui sont habituées d'utiliser cette stratégie, ils sont dépendantes et compulsives. On a quelque part qu'à regarder notre monde matériel hein, et savoir qu'on a un pied là-dedans. Donc, initialement motivés par la recherche du plaisir, les requins deviennent à long terme motivés par l'évitement de la douleur, donc le refus de la douleur. Leur excès d'adrénaline et leur manque de courtoisie, ah oui, et de la souplesse.
Alors, et là, finalement, la stratégie des dauphins. En partageant du temps avec les dauphins, j'ai commencé à soupçonner que ça se passait vraiment différent chez eux. Et je pense réellement que les dauphins, leur façon de penser, peuvent nous inspirer sur la manière de nous adapter à notre époque, en évolution rapide, et aussi à faire des choix. Parce qu'un dauphin a une aptitude naturelle à penser qui est constructive et créative. Un dauphin, il cherche toujours à évoluer n'importe où il est. C'est-à-dire que même dans un bassin, il va participer, il va s'ouvrir, il va réfléchir, il va créer des idées. Et quand ils n'obtiennent, par exemple, pas quand ils créent quelque chose, ils n'obtiennent pas que ce qu'ils veulent ou notre comportement est différent, ben, ils modifient promptement et adéquatement leur comportement d'une façon ingénieuse et ça pour atteindre leur but. Donc, tu as toujours plusieurs petites routes qui amènent vers Rome et parfois c'est comme ils prennent l'ensemble. Alors, les dauphins, ils aiment donc, ils exploitent, ils explorent leur capacité multidimensionnelle. Et je vais, avec un exemple encore, je vais en revenir plus tard là-dessus. Donc, ils utilisent ces capacités multidimensionnelles et sont pleinement engagés dans l'anticipation sur leur propre pensée. Les deux ensemble font qu'il y a souvent un tourbillon d'idées et plein de possibilités, un éveil du potentiel. Pour un dauphin, il suffit de le voir jouer, il n'y a rien, il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de dogme là-dedans. Ils peuvent jouer avec une algue, avec une feuille, ils peuvent transmettre, ils peuvent jouer avec toi, tout est possible, quoi. Il y a toujours de nouvelles idées qui viennent. Et ça, je pense que quelque part, c'est quelque chose qu'on a perdu au fur et à mesure dans notre façon d'être. On est devenu restreinte, limité. Est-ce que tu penses que les dauphins, ils sont venus pour nous apprendre la joie, où est-ce qu'ils sont, de quelle conscience ils sont, d'où viennent-ils réellement? J'ai envie de te poser toutes ces questions. Je comprends. Si tu peux patienter encore quelques instants, on va revenir dessus. Et tout ce que je n'ai pas répondu, je le réponds avec grand plaisir à la fin. C'est des questions légitimes, hein, puisque c'est un animal qui plaît énormément. Et moi qui ai travaillé sur un bateau de plongée sur la Côte d'Azur, je suis allé aussi en Polynésie française, hein, j'ai travaillé et j'ai plongé aussi dans des endroits féeriques où il y avait des dauphins aussi. Mais le ressenti énergétique et vibratoire est toujours le même, hein. C'est un instant magique, hein. Les gens, de quel bord, peu importe où ils sont, à quel niveau ils se trouvent, ils génèrent, quand vous avez un banc de dauphins, et surtout en liberté dans la mer Méditerranée, il peut y avoir 50 à 100, voire 200 têtes, hein, de dauphins qui viennent en pleine mer vous voir et nager autour du bateau. Ça génère vraiment chez l'individu une sensation très particulière. Ça éveille quelque chose qui est hors du commun. Et effectivement, alors je ne sais pas s'ils sont venus nous aider. En tout cas, le fait d'être joyeux et… Tu réponds pas à ma place, quoi, quand même. le fait d'être joie et puis de pouvoir trouver cette réponse créatrice, même en captivité, c'est un enseignement. C'est-à-dire qu'eux ne s'arrêtent pas à l'apparence. Tu comprends, Sylvana, ce que je veux dire? Et ça vient de plusieurs choses, hein. Il y a, dans cette perspective, hein, il y a, souvent on est sous forme de chaos, on a l'impression que tout est chaotique, surtout ces derniers temps. La science, elle parle en deux termes. Elle dit que le chaos et la complexité engendrent de l'ordre.
Et au même titre que l'eau, hein, imaginez de l'eau qui s'écoule chaotiquement dans un siphon et au bout d'un moment dans un lavabo, et au bout d'un moment elle forme une spirale parfaite, une belle spirale tourbillonnante. C'est-à-dire que de ce chaos, on voit apparaître de l'ordre. Le mouvement et la forme est importante. Parce que la vie biologique elle-même, c'est une série de tourbillons qui créent à chaque instant de l'ordre à partir du chaos. Et ces structures nouvelles et ordonnées sont perpétuées par différents processus de sélection opérant à tous les niveaux. Donc, on va le retrouver au niveau physique, on va retrouver ça au niveau mental, de l'esprit jusqu'à la spiritualité. On va retrouver cette forme très particulière de la spirale dans plein de domaines. C'est la forme de notre univers, c'est la forme de notre ADN, c'est la forme de toute chose qui est en mouvement. Et c'est aussi l'invitation à danser, justement, à faire ce mouvement et à pas s'arrêter, à se figer face à un problème, parce que l'univers demande, et le peuple dauphin aussi, demande à évoluer, à voir les choses peut-être d'une autre manière, d'une manière moins directe, mais beaucoup plus globale. Et ça, c'est un peu ce qu'on a remarqué en thérapie, en tout cas dans nos pratiques. C'est pour ça qu'on a cherché des outils particuliers qui nous correspondaient aussi, comme ce que nous a enseigné Patrick Drouot, donc les états modifiés de conscience, les cryptes minérales, on pourra en revenir si vous voulez après, mais des outils qui vont globaliser la personne et essayer de l'aider à voir les choses d'une autre manière. C'est pas toujours évident, mais c'est le challenge que je trouve que le peuple dauphin essaye de donner comme message. Donc ce mouvement, c'est aussi une vision, une autre perception. Cette vision, on peut parler de vision intégrale, qui est non pas de séparer les choses, puisque jusqu'à présent on s'est spécialisé dans des domaines. Quand je parle de physiciens, je parle de microbiologistes, il y a des chirurgiens cardiaques, il y a des chirurgiens spécialisés dans le rythme cardiaque. Je pense à ça parce que je pense à Patrick Drouot avec sa cohérence cardiaque qu'on utilise aussi. Mais toutes ces spécialisations vont diviser et oublier la totalité de l'être. Donc cette vision intégrale, elle est en train d'émerger dans tous les domaines, dans plein de domaines scientifiques et dans ces nouveaux outils qui apparaissent dans le monde. Et c'est peut-être ça qu'on a vécu en 92 comme message de l'extérieur, c'est de prendre les choses dans sa globalité, d'unir, de relier, d'englober. Pas dans le sens d'une uniformité ou d'un aplanissement, des merveilles différences des êtres humains, mais plutôt d'une unité dans la diversité, avec les points communs et les différences, d'associer les choses. Donc on est dans une société qui a voulu diviser, et notre moment là particulier d'évolution, j'ai l'impression qu'il faut de nouveau s'unir et intégrer un maximum de choses. En tout cas, on le voit apparaître partout. Il y a un système de pensée qui émerge depuis 20-30 ans. Je ne sais pas si vous connaissez Claire Graves, qui a parlé justement de la bio-psychosocial développement, et juste après, qui a créé la dynamique spirale, qui est extrêmement intéressante avec ce mouvement spiralaire, ces codes couleurs, et qui essaye vraiment d'intégrer un maximum d'informations. Vous avez aussi Ken Wilber avec sa théorie des cadrans. Donc, on voit des têtes pensantes en train d'émerger et essayer de dire, mais arrêtons de séparer les choses et essayons de prendre la globalité. Parce que se diviser, c'est quelque chose qui est un non-sens dans l'observation de la science depuis plus de 50 ans maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est pas coupés les uns des autres. On est vraiment unifiés dans quelque chose, dans un univers sous-jacent. Je vais nommer encore un autre scientifique, désolé, mais quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est Nassim Haramein qui a fait un livre, je vous invite à le voir sur YouTube aussi, qui a fait un film, sur l'univers connecté, qui est extrêmement intéressant, qui reprend un peu cette notion émergente, en tout cas, ce qui est vraiment présente un peu partout. Bien, très bien. On va y arriver, Sylvana. C'est en 2008 que Patrick Drouot me demande de faire une conférence sur les dauphins.
Et je dis, ok, je vais le faire, mais je ne veux pas parler de moi, quoi. Ce n'est pas intéressant. Je suis juste un rouage hein, dans cette histoire. Et donc, pour aller plus loin, j'ai commencé à utiliser ma sensibilité, c'est-à-dire que je suis rentrée en contact télépathiquement avec les dauphins. Et ça se passe autour du bassin, où justement Joséphine m'a enseigné. C'était essentiellement Joséphine qui a pris le rôle de m'enseigner. Mais ça se passait aussi à la maison ou quelque part où je faisais un état modifié de conscience, donc où j'ai altéré l'état de ma conscience pour aller plus loin. Et un jour, il y a Joséphine elle-même qui se pointe et elle me dit, Inge, si tu veux comprendre les dauphins, il faut que tu comprennes l'univers où tout est à sa place, où tout a une place et tout ça dans un mouvement éternel. Elle me laisse voir que les dauphins sont toujours encore connectés. Donc, ils ne sont pas quelque part une fausse coupure, mais ils sont directement encore liés à ce qu'on pouvait appeler la source. Elle me transmet effectivement un message d'amour, d'unité, la joie de vivre. Et c'était vraiment un merveilleux voyage qui se finissait en me laissant voir une vue globale sur mon métier. Et là, on est rentré dans le paradoxe que je sentais depuis si longtemps et que je sais aussi qu'il n'y a quasi pas une soigneur qui se pose pas la question qu'est-ce que les dauphins font à l'intérieur d'un bassin. On est content de les avoir, hein, mais ils ne devraient pas être là. Et ce que je vois dans ce voyage, c'est vraiment la vue globale sur mon métier et ce que je vois, c'est cette domination, cette non-écoute quelque part vers cette espèce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour une vraie collaboration, pour un vrai... pour faire des choses ensemble. Hein. Quelque part, ils sont soumis à un système. Mais cela, je peux l'appliquer aussi dans notre monde. Hein. C'est un microcosmos dans notre monde. Et j'avoue que cette vue globale, ce que je vois me donne une bonne claque. Donc, j'en avais des larmes, j'ai été bousculée. Et le lendemain matin, j'arrive au travail et Joséphine, elle vient tout de suite et elle rentre dans ma tête. Et elle me dit littérairement, Inge, je sais ce qui se passe actuellement sur la Terre. Je sais quel est mon rôle et j'accepte ce rôle. Et là, donc, une deuxième avalanche de larmes. Car pour moi, à l'intérieur, à ce moment-là, c'était inconcevable encore qu'un être aussi beau pouvait accepter d'être en captivité. Mais Joséphine l'avait totalement accepté. Elle était toujours là pour aller d'avant, pour répandre leur énergie là où elle pouvait interagir. Unir, ça se fait de cette façon. Hein? Collaborer, ça se fait de cette façon. Et je ne dis pas qu'elle était jamais frustrée, hein, parce que quand on était en communication, parfois ça ne rentrait pas, quoi. J'étais trop dans le mental, trop dans mon travail. Dans un milieu de travail, ce n'est pas toujours facile de se libérer et de s'ouvrir complètement. Et je me rappelle encore un jour où j'ai essayé de communiquer avec elle et je ne captais pas. Et au bout d'un moment, elle fait un tour et elle fait une énorme claque avec le caudal sur l'eau d'une façon d'être frustrée. Elle revient et elle me lance de nouveau ses pensées. Donc, hein, ça n'était pas toujours facile, mais elle était toujours d'aller d'avant.
Et c'est quelque chose que je vois chez les dauphins. Je te laisse la parole de nouveau. Et oui, effectivement, hein, j'aimerais aussi partager par rapport à cette co-création, cette expérience de plongeur. En tant que plongeur, j'ai plein d'histoires de plongée. Et il y en a une particulière qui se passe à Tahiti. À Tahiti, il y a des plongées de jour et puis des plongées de nuit. Et il y a des moniteurs réguliers qui viennent nourrir avec parcimonie, puis c'est assez surveillé, c'est pas du shark feeding, mais ils nourrissent les raimentas régulièrement, une fois par semaine, sur un petit plateau de 10-15 mètres pour une dizaine, une quinzaine de plongeurs. Et le moniteur que je connais, hein, qui est de la Côte d'Azur, part, comme d'habitude, faire son travail, il sort ses petits poissons, je ne sais plus ce qu'il leur donne exactement, et il nourrit, et puis à un moment donné, il y a un dauphin qui apparaît, et qui s'impose devant. Il n'essaye pas de le chasser, il dit « Oh, regardez, prenez les photos ». Il y avait 15 touristes, alors 15 touristes, plus le moniteur. Il faut savoir que le dauphin, c'est extrêmement rare de voir le dauphin en plongée sous-marine. Pour la simple et bonne raison, c'est que le bruit de la mécanique du détendeur, ce qu'on appelle le moment de la respiration, avec toute la mécanique respiratoire, ça fait beaucoup trop de bruit pour le dauphin qui est extrêmement sensible. Donc généralement, on le voit en surface, on le voit lorsqu'il y a des bateaux, parce qu'il joue dans les traves, mais sous l'eau, c'est extrêmement rare. Et là, apparemment, ce soir-là, il s'est imposé. Donc une première fois, il est vraiment venu, non pas sur les touristes, mais sur le moniteur. Une fois, 2 fois, 3 fois, il se demandait qu'est-ce qui se passait. Et le dauphin lui montrait sa petite nageoire pectorale sur le côté. Et dans sa nageoire, il y avait un petit hameçon, hein, un hameçon projeté. Il faut savoir que c'est un animal sauvage qui a observé des cycles de situations avec d'autres espèces. Il a cherché à co-créer entre les espèces. Il a dit, bah tiens, hein, un humain, ça serait peut-être lui, avec toute sa dextérité manuelle, qui pourrait le mieux me sortir de cette problématique. Alors ça, je trouve comme exemple extrêmement intéressant, puisque c'est la co-création interespèce, et on devrait voilà, apprendre d'eux, parce que déjà, entre nous, entre une seule espèce, c'est déjà compliqué. Mais voilà, je trouve ça extrêmement magique et somptueux d'intelligence profonde, d'aller trouver d'autres espèces pour s'en sortir et pour avancer. Alors, je parlais tout à l'heure de cette nouvelle conception de l'univers, et Ying a parlé de ce contact télépathique, de ce contact avec ces dauphins, et que ce dauphin était toujours connecté à une source. Alors cette source, en tant que, pas homme de science, mais j'ai été formaté un peu là-dedans, ça m'a toujours intéressé. Donc, dernièrement, pas dernièrement, mais dans les années 70, il y a un professeur, un scientifique, un homme de science, un physicien anglais qui s'appelle David Bohm, qui a sorti des études qui ont vraiment chamboulé l'ensemble du monde scientifique. Il a parlé de l'univers holographique et il s'exprimait ainsi, et je trouve ça très très beau par rapport à l'eau quantique. Il disait qu'on est tous dans un cours d'eau, on est la résultante d'un cours d'eau, et dans ce cours d'eau, chaque individu, chaque chose est un tourbillon d'eau. Chacun a sa profondeur, chacun a sa vitesse de rotation, chacun a sa direction particulière, mais aucune chose, aucune espèce, aucune personne ne peut s'extraire de ce cours d'eau. Et un autre professeur a parlé récemment de ce qu'on appelle le champ A, en l'honneur du champ akashique, de cet enseignement extrêmement ancien des Védas, de l'ancienne Inde. Et les Védas nommaient ce pouvoir, cette eau générale, Brahma. Il disait que le non-né est dans lequel tout ce qui existe demeure, le sans forme revêtant des formes.
Et ce qui est extrêmement curieux par rapport à cet enseignement Veda, c'est que tout ce qu'on observe maintenant en physique quantique, c'est-à-dire dans l'infiniment petit, mais aussi dans l'infiniment grand, toutes les observations se recoupent sur une même chose, c'est qu'on observe une cohérence ahurissante partout. Et cette cohérence ahurissante est due à quelque chose d'invisible qui est l'espace. On est constitué essentiellement de vide, désolé de vous dire ça, la table, moi, ma femme, on est constitué essentiellement de protons qui sont constitués de 99,9999% de vide. Donc on sait actuellement que notre matière n'est pas si dense que ça et qu'un impact électromagnétique, une décharge électrique va influer tout notre système, que ce soit sur Terre ou dans l'univers. On n'est pas séparé de ces choses-là. Et ce qu'on vit actuellement, c'est vraiment cette poussée vers l'avant, poussée vers autre chose, voilà, comme les dauphins pourraient nous donner cet exemple, dire ben voilà, soyez en joie, malgré tout ce qu'il y a autour de vous, essayez d'intégrer, d'unir et non plus de séparer. Et je trouve ça un message de paix qui fait bon d'entendre ces temps-ci. Encore deux petites choses sur la tradition ancienne, sur les traditions anciennes. Il y a cette notion d'eau, d'océan, de temps, qui est liée au temps. En physique, il faut savoir que le temps est uni à l'espace. On se rappelle tous du continuum espace-temporel d'Albert Einstein. Et cette vision, c'est les anciens, je pense au temps maya, qui parlait sous forme de cycle. C'est une perpétuelle cycle. Le temps était considéré, perçu comme des cycles, des vagues, qui animaient plein d'énergie, qui parcouraient l'univers, et avec leurs pulsations précises, reliant le passé, l'avenir, au gré de leur voyage. Et à chaque fois, on subissait ces vagues, et c'est ce qui nous permettait intérieurement, notre eau intérieure, de changer de forme et d'évoluer, de faire évoluer la totalité, voire même de l'ADN. Et ces ondulations, actuellement, on parle souvent de temps fractal. Ce temps fractal, cette notion, ce temps qui est quelque chose qui est extrêmement dense, extrêmement présent dans notre univers, puisqu'il fait que nous existons, que l'univers existe. C'est lui qui maintient toutes les choses entre elles, et c'est le lien entre chaque chose, mais c'est le lien aussi entre nous tous. C'est ça qui est intéressant. Donc cette notion qu'on ne peut pas se séparer, puisqu'on est tous baignés dans la même eau, c'est cette perception ancienne des vieilles traditions, que je respecte énormément, qui rejoint maintenant et qui s'associe à cette nouvelle science, parce qu'on parle de nouvelle science maintenant, pour dire, ben voilà, arrêtons notre... Ce qu'on appelle la matrice aussi, ce qu'on appelle la divine matrice. Ça, c'est Greg Braden qui parle de la divine matrice et c'est un petit peu ce que tu nous dis. Moi, j'invite les gens qui sont connectés s'ils veulent poser des questions parce que c'est riche d'enseignements ce soir et qu'on a envie certainement d'en savoir plus, sûrement sur la communication que tu as eue avec Joséphine. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses importantes qu'elle t'a dites? Est-ce qu'il y a un sentiment pas de sacrifice, mais d'amour envers les humains pour faire évoluer les humains? C'est pour ça qu'elle est restée en captivité? Oui, je pense sincèrement que c'est de la barbarie humaine, quelque part, de les extraire de leur environnement. Et ça y est, j'ai une personne qui est ici, qui est connectée, qui m'a dit, ça y est, c'est le dernier cycle, ça se fera plus jamais, ça a été signé, enfin. Donc, c'est-à-dire qu'ils attendent que là, les animaux partent de mort naturelle, parce qu'ils ne pourraient plus de toute façon rejoindre les océans.
ils ne seraient pas habilités à vivre. Non, ce n'est pas du tout envisageable. C'est vraiment pas du Voilà. tout possible. Donc, On mais est à par la contre, deuxième, à la troisième génération. c'est fini. Par contre, c'est fini, c'est la dernière génération. Ça, Bah, c'est formidable. ouais, ça normalement c'est fait. C'est-à-dire que c'est signé récemment par le ministre qu'il n'y a plus de reproduction dans les parcs. C'est Ségolène Royal qui a signé. Ouais. Et la seule chose, la seule bémol qui est dans l'histoire, c'est que plus de reproduction, plus de jeunes dauphins dans le groupe, qui fait énormément du bien aussi au groupe des dauphins. Donc, je comprends aussi l'autre côté, que les soigneurs disent, mais oui, mais alors, c'est aussi bien-être. Ils ne peuvent pas changer leur travail. Mais non, il y a de ça et il y a aussi, on sait qu'on évolue avec chaque être qui vient sur la Terre, n'importe si c'est un animal ou un bébé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais oui, si ça s'éteint tranquillement, ça serait pour le mieux. En tout cas, On remplit ce qu'ils sont venus faire, ils peuvent rentrer dans leur milieu naturel. Et pour moi, la stratégie du dauphin, c'est vraiment l'assurance que la planète et que notre environnement humain et notre être survivront et s'épanouiront. Ce que j'ai compris de Joséphine, c'est quelque part des gardiens de la Terre, quoi. Ils maintiennent la connexion, ils font en sorte qu'il y a une certaine énergie et ils permettent aussi que l'énergie évolue. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est formidable ce travail. Ce partage aussi très... voilà, ça m'a touchée, très touchant que tu as fait du message, parce que ça, c'est vraiment, non pas un sacrifice, mais un cri d'amour pour l'évolution du monde. Yeah. Voilà, pas simplement des humains, mais du monde, quoi. Yeah. Ouais. Alors, s'il y a des questions, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez… je ne sais pas si c'est le moment des questions, mais en tout cas, ça Oui, on est prêt. Voilà. S'il y a quelques questions, ben oui, c'est intéressant. Donc, je suis sûre qu'il y aura quelques personnes qui voudront prendre la parole. Alors, si vous avez envie de prendre la parole, qu'on vous voit, qu'on vous entende, c'est encore mieux. Ben, faites-moi un petit texto, un petit message sur la fenêtre de discussion. Merci. Ah, Dolores qui dit on est tous un. Tu veux prendre la parole, Dolores? Oui? Alors, ça y est, tu es en ligne. On t'entend, on t'écoute. Je suis en ligne, je suis peut-être pas très… Bonsoir, Dolores. Tu m'entends? Oui, tout le monde t'entend. Mais voilà, merci beaucoup pour tout ce que vous avez expliqué parce que c'est très touchant. Excusez-moi, je suis émue, mais il y a une petite chose là dans les dernières paroles que je ne comprends pas très bien. Pourquoi est-ce que c'est un ministre qui a décidé que c'était la fin des dauphins? Non, la fin des reproductions. La fin des reproductions, ben oui. Mais de quel droit est-ce que c'est lui qui décide ça? Parce que c'est la nature qui doit décider ça. Ils sont venus de chez eux, ils retournent chez eux, mais pourquoi est-ce que nous, humains, quelqu'un d'humain se permet de dire, voilà, c'est fini, il n'y a plus de reproduction? Je ne trouve pas ça bien, quoi. Tout à fait. Si tu veux répondre, Inge, peut-être que tu… Je pense que c'est la même raison encore pourquoi ils sont rentrés à l'intérieur du bassin. C'est une certaine façon de penser qui est encore actuellement présent. Ben oui. C'est triste. Parce que si la reproduction se fait à l'intérieur des cirques comme Marineland, ça finira jamais. Non, mais pas dans les cirques, mais dans la nature. C'est ça, non. On parlait de Marineland, on parlait pas de la nature. Oui, mais je veux dire, parce que non, mais j'ai entendu, j'ai lu aussi que c'était la fin de leur temps, quoi. Donc, non, je pense pas. Non, non. Mais pas dans la nature, quand même. Non. Non.
Ok. On parlait uniquement de la reproduction Oui. dans Marineland et puis tous les centres, pas de France, il n'y a que Ok. Marineland. Non, toi tu parlais de ça, mais moi je repensais à quelque chose que j'avais entendu et qu'on a répété quand même plusieurs fois, que les dauphins étaient en fin de cycle, quoi, qu'ils n'allaient plus exister peut-être pas à notre époque, mais après. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprenais pas justement, excusez-moi, je n'ai Ségolène venait faire là-dedans. mais oui, Non, parce Ségolène, que c'est juste pour Marineland qu'elle a oui, décidé. parce que les dauphins, c'est quand même celui qui communique et qui est le plus proche de nous. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je n'en ai pas chez moi, je ne sais pas, je ne voudrais pas. Je préfère qu'ils soient dans l'océan et qu'ils vivent bien. Et je pense que de l'océan, ils savent nous donner des messages aussi. Ils sont Exactement. capables de nous donner les messages qu'ils doivent nous donner. Alors, ce qui est sûr, hein, si je peux me permettre, Oui, oui. effectivement, on est sur une fin de cycle. Hein. Mhm. Quelque chose de, Oui, une transition vraiment palpable à tous les niveaux, que ce soit oui, politique, oui. économique, social. On vit quelque chose une mort pour renaître. Et ça, on le perçoit, on le ressent très très bien. Mais je pense que le peuple dauphin, il a encore du bel âge devant nous, justement pour aider à ce type de transition. Mhm. Il y a des choses à communiquer et c'est pas eux qui ont du mal à communiquer, c'est un peu nous qu'on a du mal à écouter. Je pense Ben que oui, à comprendre, oui. exactement. Mais c'est bien, merci beaucoup. Ça va, Sylvana, tu peux me… Merci. Alors, j'ai une autre question de Patricia. Quel serait le message principal des dauphins aux humains selon toi, Inge, selon vous? De ne plus séparer, quoi, d'intégrer, hein, et ça revient à leur essence même qui porte cet amour, hein, cette joie et cette unité. Mais j'ai jamais… Comment ça se fait que les dauphins, même en captivité, ils ne repoussent pas une soigneur, quoi? Ou il faut que tu ailles vraiment beaucoup trop loin et qu'il doit vraiment se mettre une limite. Mais sinon, j'ai jamais vu un dauphin repousser un soigneur. Et on pourrait dire, oui, c'est le poisson. Non, ça va bien au-delà pour moi. Donc, c'est vraiment cette coopération, c'est cette co-création, d'aller d'avant. Et donc, d'aller d'avant en unité, en respectant l'autre et de portant cet amour et cette joie. Et ben, je vais vous… il n'y a pas si longtemps que je suis revenue à Marineland, regarder comment ils étaient, quoi. Et donc, comme je suis une ancienne soigneur, j'ai le droit d'être autour du bassin. Et il y en a encore des femelles, 3 notamment, qu'on a fait tout ce travail avec. Ils étaient dans cette même période. Et alors, il y avait plusieurs messages qui sont passés. Un, de vivre dans l'instant présent. C'est quelque chose qu'on entend bien sûr beaucoup, mais notre vélo dans notre tête, il y a toujours assez compétitif, on va dire. Et il y avait un autre message qu'un des dauphins avait un souhait d'une plateforme énergétique. Et alors, ça devient un peu exotique, mais cette plateforme, pour elle, s'il était en place, il pouvait porter l'essence des êtres humains dessus pour aller plus loin dans leur aide. Donc, leur apporter une certaine vibration. Waouh! Et j'avais, bon, encore une fois, c'est un peu exotique, mais ce que je trouve beau dans ce projet, c'est que c'est toujours aller d'avant, quoi.
Hein? On peut râler de ce qui se passe dans le monde, mais on peut aussi dire, oui, c'est notre époque. Oui, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on fait partie de la solution ou du problème? Et de co-créer, c'est ça pour moi. Hein? Mettre notre tête ensemble, comment on peut le faire? Comment on peut réaliser ses rêves? Comment on peut donner ces dauphins qui sont là en captivité encore? Comment on peut leur donner une bonne fin de vie? S'il n'y a plus de reproduction, les dauphins sont néanmoins toujours là encore. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Donc pour moi, ça c'est vraiment le message des dauphins. As-tu quelque chose à... C'est beau. C'est très très beau. Ça vibre. Ouais. Elle porte un peu l'énergie des dauphins, je trouve. Ah, je suis pas tout seul, hein. Oui, moment présent, ça c'est vrai que c'est une des clés fondamentales, c'est d'être centré sur le moment présent et de faire partie de la solution. Ça c'est fabuleux. Ça. Et si je peux me permettre, c'est aussi, on dit souvent dans les textes anciens qu'on a été fait à l'image du divin. Et j'ai ce message un peu pas un peu, que je reçois aussi en termes d'humain par rapport à ces dauphins qui nous aident. C'est pas nous qui les aidons, c'est plutôt ce peuple dauphin qui essaye utilement à l'humanité de faire la transition et dire, ben regardez, nous, peuple dauphin, on est connecté à la source, à la matrice, au champ A, à ce temps universel. On est tout le temps connecté à ça. Ça serait peut-être bien que vous vous ressouvenez de ce que vous avez été auparavant. Et je trouve que c'est un beau message du peuple dauphin, c'est qu'enfin, on ne se sépare plus, on se rappelle de ce qu'on a été. Et le ressouvenir, pour moi, c'est important. Ouais. Alors, j'essaye de lire. C'est Dolores qui a écrit. Tu veux reprendre la parole, peut-être? Ça va. Vas-y, je t'ai donné la parole, là. Non, mais je n'ai pas besoin vraiment de la parole. Je réponds là un petit peu parce que je trouve que c'est tellement beau ce qu'ils sont en train de dire pour le moment. Et toute cette attention que ces dauphins ont pour l'être humain, c'est magnifique, quoi. Hein. Alors, il y a une question de Inge elle a posé la question, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces dauphins qui sont là, hein, qui sont encore là, mais qui ne peuvent plus procréer? Mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels conseils pouvez-vous nous donner? On va prier pour eux, mais... Non. Il y a des Moi, autres... je suis là en Belgique, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour eux. Hein, sinon, les aimer de tout mon cœur, bien sûr, mais ce sont des... Alors, je vais vous raconter encore un petit peu de mes expériences. Quand je suis retournée autour du bassin, et donc un des dauphins m'a exprimé qu'elle voulait une plateforme énergétique, je me suis dit, mais non, qu'est-ce que c'est ça encore? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai médité là-dessus. Et il y a quelque part, hein, comme Fred l'a exprimé, pour nous, on n'est pas tout seul. Hein, il y a des entités qui accompagnent. Ils ont accordé cette demande dans la seule condition que j'allais enseigner l'équipe des dauphins. Et c'est ce que je suis allée faire. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, l'outil qui est bien répandu maintenant sur tout le monde. Hein. Patrick l'a récemment bien expliqué sur une autre conférence sur Terre d'amour.
Et la cohérence cardiaque permet donc d'avoir une relation différente avec notre environnement. Et donc, je suis allée au sein d'équipe des soigneurs pour expliquer cet outil. Et à côté de ça, on est allé aussi loin de leur proposer aux dauphins le son que Patrick il a créé, donc le cardiosmose aux dauphins. Et là, c'était beau. Il y a 6 dauphins en ce moment dans ce bassin et ils sont levés tous les 6 la tête. Hein. Le dauphin a 2 petites oreilles, c'est 2 petits trous dans leur tête avec lesquels ils captent le son. Et donc, ils sont tous levés la tête. Et 3 des 6, ils sont restés tout le long, donc pendant 20-25 minutes, en contact avec ce son. Et alors, il y avait une qui était complètement stationnée devant une enceinte et elle se roulait parfois sur un côté, parfois sur l'autre, parfois elle se dressait, mais elle se baignait dans le son de cardiosmose. Donc, il y a des choses à faire. Hein? Il y a des choses et je pense que c'est pas la fin. Il y a des portes d'entrée que je pense qu'on peut utiliser pour leur donner aussi ce qu'ils méritent. Mais je pense sincèrement, pour répondre à la question de Dolores, que à chaque fois qu'on se met en cohérence cardiaque, à chaque fois qu'on va prier, à chaque fois qu'on va utiliser un outil qui va nous élever en termes de conscience et nous connecter à ce tout, je pense qu'on les aide. On aide tout le monde, mais aussi on aide ce peuple dauphin qui cherche éperdument à élever notre conscience humaine. Et donc, si on se connecte déjà soi-même régulièrement, on va entrer dans une même dynamique que ce peuple. Ça, c'est vrai. Dolores, oui, Dolores dit merci, merci. Et j'avais enlevé le son pour que ça soit utile. Voilà, donc il y a peut-être d'autres questions qui arrivent, mais en tout cas, c'est vraiment super, super, super riche cet enseignement. Il y a beaucoup à dire et à ressentir et à vivre. Et voilà, je pense que c'est une belle aventure que tu es en train de vivre avec les dauphins, parce que Qu'on est en train de vivre. Que vous êtes en train de vivre. Ouais. Parce que la famille est embarquée dans le mouvement. Ouais. Ah ouais, c'est super. Ouais, et pour cela, rien que pour cela, je remercie Patrick Dureau, bien qu'il y a plein de choses. Mais comme il m'a mis devant un défi, il fallait une réponse créatrice. Donc voilà, il est venu et ça s'est jamais arrêté. C'est le booster, il booste, hein. Yeah. C'est le mentor. Yeah. Exactement. Ah, on l'aime ce Patrick Drouot. Ah, oui. La chance de côtoyer. C'est vrai, c'est un cadeau de l'univers. Moi, je lui rends toujours grâce pour les belles choses de ma vie. Et lui, il fait partie voilà, des plus belles rencontres pour moi. Je pense que pour vous aussi. Yeah. Ben oui, tout à fait. Une vraie rencontre d'âme. Oui, exactement. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions, parce que c'est vrai que c'est tellement intéressant, passionnant même, tout ça. Et puis, Inge, tu l'expliques avec tellement d'amour, de cœur que ça vibre. Donc, c'est tellement beau que vraiment, on a fait un beau voyage ce soir. Donc, si vous avez des questions, ben voilà, on va peut-être en prendre encore une ou deux, maxi, parce qu'il est quand même un peu tard. On n'a pas vu le temps passer, mais bon, si vous avez des enfants, il faudra peut-être aller s'en occuper. Alors, voilà, peut-être encore une question. Oui. Voilà. Alors, j'attends 2 minutes, voir s'il y a des questions qui viennent.
Et pendant ce temps-là, peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot pour clôturer un petit peu cet espace, pour arrondir tout ça. Et Bah, écoutez, où est-ce déjà, qu'on peut vous retrouver? Qu'est-ce que le tout à site? fait, oui. Tout Je voulais en ça. parler. Donc, tout ce qu'on a expérimenté à travers ces expériences de dauphin, cette volonté de changer d'état de conscience, les outils qui intègrent tout ça, on a essayé de le rassembler et de le modéliser dans une organisation qui s'appelle Espace Essentiel. On est Ouais. tous thérapeutes, et travaille avec cette énergie magnifique des dauphins à travers les crypto-minérales. Moi, j'utilise plutôt les états modifiés de conscience, mais on pratique tous les deux les soins énergétiques aussi. Et ce parcours de vie et ces contacts avec ce peuple-là, voilà, nous permet aussi de passer, de transmettre un message aux personnes qui vont pas très bien ou qui ont des soucis particuliers. Et avec ces outils qui intègrent et qui globalisent, on essaye, voilà, de faire de l'accompagnement comme ça. Donc, on est On va donner déjà le site, c'est espace-essentiel.com. Est-ce que tu peux l'écrire dans la fenêtre de discussion pour que je ne fasse pas de faute? Comme ça, on peut la voir directement. Tu vois où elle est, la fenêtre de discussion? Non? Ah, ça y est. Ja. Bon. Voilà. Voilà, espace-essentiel.com. Donc, vous êtes à Villeneuve-Loubet. Bon. Exactement. Ja. Voilà. Villeneuve-Loubet. Village ou bord de mer? Bord Non, de mer. bord de mer. Faudra que je passe vous voir. On n'est pas loin quand même. Hein. On s'est dit. Exactement. Avec plaisir. Voir, hein. On se voit pour les stages de Drouot, mais dans la vie, c'est vrai qu'on est toujours occupé, on ne se voit pas, alors qu'on est à 10 minutes. Eh oui. Faudra remédier. Voilà, ben il n'y a pas de questions, donc bon, ben voilà, le site est mis, c'est parfait. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'ils font, hein, les crypto-minérales, les thérapies, etc. On a, comme Sylvana, nous envoyons aussi à peu près une fois par mois un newsletter avec ce qu'on propose. Donc, si vous voulez être tenu au courant, il suffit simplement de s'inscrire. Et ça, c'est directement sur la première page de notre site. Voilà. Et pour terminer, on a créé un séminaire aussi du même nom que cette conférence. C'est-à-dire que vous allez retrouver toute cette énergie. On est tous les deux pendant ce séminaire. Et pendant un week-end, on essaye vraiment de porter comme il se doit cette énergie des dauphins, de ce peuple-là, et puis de cette conscience vraiment où on doit commencer à penser d'une manière différente pour trouver de nouvelles choses. C'est un séminaire avec les dauphins à la Méditerranée, dans l'eau, ou pas du tout? Alors, ça pourrait être sympa, ça. C'est un projet aussi, oui. Oui, et ça, c'est un projet. Ça, si vous faites ça, c'est génial. On pourrait faire un truc sympa. Hein. Oui. Sans projet, j'ai un contact, un ami qui est un ancien plongeur, qui est un éminent photographe sous-marin et qui a une structure, un bateau pour emmener les gens voir les dauphins au large en Méditerranée. Oui, parce qu'il y en a plein là. Hein. Il y en a beaucoup entre la Corse et la Côte d'Azur. Il n'y a pas que des dauphins, il y a des baleines, il y a beaucoup de choses à voir. Ah ouais. J'ai un neveu qui a un bateau, moi, à Saint-Laurent, donc ça peut l'intéresser. Ouais. Si ça vous... Ah, bien sûr. Il faudra qu'on en reparle. Allons voir les dauphins. Allons voir les dauphins. Exactement. Pour revenir au séminaire, non, ça c'était pas en voyant les dauphins, mais c'est vraiment en contactant leur énergie.
Ouais. L'enseignement, il se passe direct à travers un état modifié de conscience ou une Mais s'il y a une vraie rencontre aussi en bateau, que ça soit prévu dans le séminaire, 2 heures dans le séminaire, c'est magnifique aussi. C'est clair. C'est clair. C'est sympa. Parce que ici, il y en a pas loin hein, des dauphins. Oui. Il y a des coins où il y en a beaucoup. Alors en liberté, Oh, c'est des super idées tout ça. Hein? Ben oui. En liberté, c'est un peu plus compliqué. Hein. C'est des sorties à demi-journée, voire journée. Parce que le dauphin, il peut passer comme ne pas passer. Hein. Ah ouais. Après, il faut connaître les coins. Là, on est obligé de faire avec. Ouais. Mais c'est pas la première fois que ça sort et on est déjà. Ça doit, hein, peut-être. Hein. Ouais. Bon, là j'ai des remerciements, tout le monde remercie, vous salue dans la fenêtre chat. Donc on vous embrasse, merci beaucoup pour votre belle conférence, c'était super et à bientôt. Au revoir et puis bonne nuit à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne fête pour le week-end qui vient. Demain, on a un long week-end là. Oui. Voilà. Au soleil. Allez, reposez-vous bien et bon soleil à tous. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.